Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'avais dit la dernière fois que je vous parlerais un peu de l'Islande. On y est allé l'année passée pendant 2 semaines sur les pistes. Je vous en reparlerai parce qu'on est parti moto chargé, donc avec équipement complet, tente, de quoi faire à manger, enfin ce qu'il fallait quoi. Mais ça fera le sujet certainement partie d'une autre vidéo. Donc aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, on va causer moutons. L'Islande, c'est le pays du mouton. Je suis tombé, le premier magasin qu'on a fait, je crois, à la sortie du bateau, après quelques kilomètres. On est tombé sur un stock de laine comme j'avais jamais vu dans un supermarché. C'était assez impressionnant. Donc ce magasin, j'y suis repassé en rentrant. J'ai rempli un sac de 20 litres, je crois, de pelotes. Au cours du voyage, j'ai trouvé un livre avec les explications pour faire un joli ridari. Et puis, je suis rentré à la maison et l'hiver passé, j'avais déjà commencé avant de partir en Islande, mais j'ai fait mon premier pull. Voilà. Donc, tricoté par Vivi avec de la laine islandaise. Et puis, je me suis pas arrêté là parce que ça c'était facile, la laine, je l'ai récupérée là-bas. C'est une laine assez légère qui gratte un peu, hein, normal. Et puis du coup j'ai dit mais on a quand même suffisamment de ressources ici pour pas essayer avec ce qu'on a ici. Donc c'est ce que je vais vous présenter gentiment dans cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi j'aime la fibre, j'adore, je sais pas pourquoi, j'aime bien bricoler cette fibre, qu'elle vienne de végétal, animal, voilà, je trouve super intéressant de pouvoir partir de quelque chose de brut et puis de finir avec un produit fini et de pouvoir faire le processus de A à Z, de pouvoir tester ça puis au final de savoir le faire. Je trouve toujours ça assez sympa. Donc voilà, pour la petite histoire, je cherchais l'année passée, enfin ça fait 3-4 ans maintenant que je m'amuse à filer la laine, je cherchais l'année passée du museau noir du Valais. Et un beau jour, en allant au travail, simplement, il y en avait dans un champ juste à côté. Donc je prends ma petite moto, puis je saute à travers le champ, j'essaie de voir s'il y a quelqu'un. Et je tombe sur quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, aujourd'hui, on s'entend bien. On travaille ensemble pour certaines choses, en tout cas professionnellement pour une partie. Et puis on mange ensemble, voilà. Et lui m'a donné cette fameuse laine, donc le museau noir du Valais, qui est un canton en Suisse. Un des plus gros élevages originaux, va-t-on dire, se trouve du côté des Zermatt. C'est visitable d'ailleurs, on les voit clairement là-bas, après entre les Marmottes et le Zermatt. Voilà. C'est tôt le matin au bord de la route, mais voilà d'où vient ma laine. Dis bonjour. Peut-être tu bouffes pendant ce temps-là. Oh, c'est bon. Hein? Voilà, un museau noir du Valais. Ici j'ai ce qui me reste en fait justement de cette laine de museau noir. Ici c'est du Ouessant, la laine de Ouessant de l'île de Ouessant. C'est des petits moutons qui font, c'est des demi-moutons. Ils font, je crois le mâle adulte ne doit pas dépasser 20 kg. Hein. C'est des tout petits moutons. C'est ce que j'ai dans mes prairies, oui, ici au boulot, pour remplacer mon tracteur et la tondeuse. La personne en question, Christophe, me met ses moutons à disposition pour tondre à ma place. Voilà, donc ça c'est parfait, on est tous gagnants. Voilà, donc moi c'était la tonte de mois d'avril l'année passée qui m'a donné dans des sacs. Donc la première étape, moi je vais vous expliquer mes étapes à moi. Je pense que vous trouverez plusieurs fileurs, fileuses ou il y a encore l'industrie, hein, donc voilà, qui vont faire les choses différemment. J'ai un peu un côté flemmard, donc je ne cherche pas à faire de l'art, je ne cherche pas à revendre, je fais les choses pour moi. Donc voilà, je les fais comme ça m'enchante et comme ça me plaît. Voilà. Donc cette laine, simplement, je vais là, un petit peu mélanger encore avec des autres morceaux parce que quand ils tondent, ils ne font pas attention, les moutons c'est un peu à la chaîne. Donc voilà, je vais trier très sommairement pour enlever ce qui ne sert à rien, le gros bout de paille, les 2-3 petits brins si je vois autre chose, mais je vais essayer de garder, surtout pour ce museau noir qui a vraiment un fil, enfin une fibre qui peut être longue, très longue par endroit, et le sous-poil, on va dire ça comme ça, c'est une fibre beaucoup plus légère, beaucoup plus fine et beaucoup plus courte, mais qui n'est pas forcément très pratique à conserver ou à étirer par la suite. Il faut voir, donc il faut essayer de toucher le moins possible. Moi, ce que j'essaye de faire avec cette laine-là, ce que je ne fais pas forcément pour l'Ouessant, c'est de garder les plus grosses plaques possibles, les plus gros morceaux,
Quand c'est vraiment trop dégueu, alors là c'est toujours, ça colle hein, énormément, c'est plein de suint et de lanoline, donc c'est deux choses grasses qui font partie de la laine et qui protègent le mouton de la pluie, qui la rendent imperméable en fait. Voilà, puis je vais tirer des morceaux comme ça. Donc là j'ai pas mal d'excréments encore qui sont collés dans les poils. Donc on va mettre tout ça à tremper, il y en a qui mettent du savon, moi pas. J'ai essayé de faire de la fermentation, nettoyage par fermentation, c'est long et ça m'a pas apporté grand chose de plus. Ça a mieux fonctionné sur des Wessons par exemple que ça n'a fonctionné sur cette laine là. Donc là je vais au moins la faire tremper, ça va décoller le gros, tout séparer. Et puis après rincer correctement et puis on va déjà commencer comme ça par un trissomètre. Ah là elle est plus jolie là, voilà, elle est déjà un peu plus blanche, je pense qu'on est plus près des fesses. Et là on est plus sur le dos. Les fesses ou le ventre même peut-être. Puis là on est plus sur le dos. On voit qu'on a encore une partie là qui est nettement plus jolie. C'est incroyable ces fibres, comme elles se comportent, c'est assez génial. Voilà. Hop là. Alors évidemment tous les déchets, on va dire ça comme ça, tout ce qui va être enlevé, c'est pas perdu, hein, ça part pas à la poubelle. On peut simplement l'utiliser pour pailler le jardin par exemple, ça marche très bien. Voilà. Donc là je vais simplement laisser tremper ça dans un premier temps dans de l'eau déminéralisée. Pourquoi? Je sais pas, apparemment l'eau de pluie c'est bien. J'en ai donc je la mets. Ça va rester trempé pendant je sais pas au moins 2 jours, 3 jours, l'histoire de bien que tout le crottin qui reste collé sur le poil se décolle. Et puis après je ferai un rinçage à l'eau chaude, pas bouillante mais très chaude, histoire de décoller partiellement un peu la lanoline. Moi j'aime bien garder un petit peu ce côté gras sur la laine, parce que ça permet comment dire, de filer plus facilement. Je trouve que le poil glisse mieux après. Donc voilà, après ça c'est un peu chacun son truc j'imagine. Alors à part les processus industriels qui se ressemblent tous, tout ce que font les dames à la maison ne se ressemble pas forcément. Chacun a un peu sa recette, savon de Marseille, shampoing pour la laine, bicarbonate de je sais pas trop quoi, et ainsi de suite. Voilà. La partie un peu délicate en fait au moment du lavage, c'est de limiter le feutrage de la laine, c'est-à-dire que la laine va commencer non plus à rester alignée comme elle l'est ici, plus ou moins hein, dans les poils, mais va commencer à se croiser vu qu'on l'a mis un peu en vrac dans un bidon. Semblerait-il qu'avec de l'eau chaude dans un premier temps, la laine feutre elle s'en mêle beaucoup plus facilement. Donc on va essayer d'éviter ça, on va essayer de limiter un peu les mouvements dans ce qui est lavage. Après le problème c'est que quand on en a beaucoup comme ça, puis qu'après on doit quand même décoller, nettoyer ou enlever, ça je peux enlever direct, c'est déjà trop court, ça reste quand même un peu difficile de vraiment tout mouiller, tout aérer, tout brasser pour que ça se fasse bien. C'est pas une étape si évidente que ça. Voilà. Pour carder la laine, donc on parle bien de cardage et pas de brossage ou de peignage. Le peignage, je vous montre après, c'est autre chose. Pour carder la laine, moi les premiers outils que j'ai utilisés c'était ça. C'est des brosses pour les chiens qui coûtent 2-3 balles, quoi, un truc comme ça. Et dans un premier temps, ça suffit largement pour faire le boulot, juste quand on veut faire un essai. Voilà, je pense qu'il y a moyen de commencer avec petit budget. Voilà, les quarts de laine après beaucoup plus grosses pour faire un petit peu plus de matière commencent à devenir un peu onéreuses. Celle-là a été livrée avec cette magnifique cardeuse à rouleau. Donc la cardeuse est pratique pour bien des choses, notamment pour mélanger. Pour ma part, hein, de mon expérience, il y en a qui passent carrément de la laine de Texel à l'intérieur d'une seule fois, d'une seule traite.
Moi, ça m'a pas vraiment plu. Il faut faire beaucoup de passages, c'est assez compliqué, surtout que la laine est très grossière, elle se démêle très mal. Donc, pour moi, une cardeuse à rouleau va vous permettre de prendre plusieurs écheveaux, peut-être, de fils bruts et puis de les mélanger, par exemple. Ou bien, quand on fait comme moi, le poil, le sous-poil et tout le tralala, on arrive à mieux mélanger toutes ces fibres ensemble en les passant là-dedans. Une fois qu'on les a peignés, et puis le peignage, on va voir ça tout de suite. Voilà la suite de la partie longue et fastidieuse, n'est-ce pas? Ça va être de trier et séparer un petit peu toutes ces belles mèches de poils là. Et puis on va les brosser, les peigner. Donc là j'ai fabriqué ces brosses moi-même, hein, c'est des clous de 60 ou 70, je ne sais plus de long. J'ai juste amélioré la pointe pour que la laine rentre, on va dire, plus facilement dedans. Voilà, et puis on va commencer à mettre des mèches comme ça. Hop. Dans un premier temps. Alors au début je faisais ça un petit peu en vrac, puis après on se rend compte que quand on sépare déjà un petit peu ces mèches là, voilà, on obtient quand même un résultat qui est nettement plus intéressant. Alors il y a des gens qui trient, hein. Là on a les longs poils. Les longs poils, souvent ces plus longues fibres sont les plus rugueuses, on va dire, celles qui grattent un peu, qui piquent. Et puis d'en bas on aura des poils un petit peu plus courts, un petit peu plus fins, qu'on va appeler le sous-poil. Et puis si on trie ça ou on dénote ça du reste, ça fait quelque chose de plus fin, de moins grattant et plus chaud très certainement. Mais moi j'aime bien le rustique, c'est déjà bien assez de travail. Donc voilà, je fais pas trop cas de tout ça, je pense que je m'en sors quand même assez bien comme ça me convient très bien. Ok, une fois que ça c'est fait, on va prendre la deuxième et puis on va s'amuser très gentiment, fibre après fibre plus ou moins, avec délicatesse. Tirer tout ça gentiment, un peu à gauche, un peu à droite. Hop, voilà, on va commencer à séparer un peu pour avoir quelque chose de beau, propre, homogène. Les fibres vont venir d'elles-mêmes, celles qui ne restent pas attachées en tout cas, ou nouées, ou encore sales ou autres. Donc ça contribue aussi un petit peu au, comment ça s'appelle, au nettoyage, on va dire. Voilà, quand le premier passage est fait, il va nous rester un petit peu de fibres là. Relativement courte, voilà. C'est ça la magie de la fibre. Et puis bah ça c'est un peu des nœuds, c'est un peu du sous-poil, c'est un peu des trucs qui servent pas à rien. Alors moi je les jette pas, toute cette laine pourrait servir à du rembourrage, pourrait servir à faire du feutrage, une matière recyclable, naturelle, voilà. Ok, donc après bah c'est pas compliqué, hein, on va recommencer la même chose mais dans l'autre sens. Donc on va refaire un passage, aérer un petit peu. Tout ça pour que les fils puissent, enfin que les fibres puissent bien glisser. Et puis voilà. C'est une étape un peu longue mais nécessaire. Faut de la patience, voilà, ça se fait pas tout seul. Hein. Voilà, deuxième passage, là je me retrouve vraiment qu'avec du poil très court et très fin, qui aurait pu être utilisé pour autre chose, mais voilà, il est là. Hein. C'est pas grave. Hop, au jardin, au compost. Alors ensuite on va détendre un petit peu ces fibres, puis là il y a un petit jeu de patience qui va commencer. Alors certains font avec du calibrage, des bagues, des machins, moi je fais tout à la main parce que je m'embête pas trop. Donc on va détendre un petit peu sur le peigne, et puis là on va faire une première amorce de filage, c'est-à-dire qu'on va tirer ces fibres ensemble. Voilà, essayons de garder quelque chose d'un peu régulier. Les petites on va les enlever là. Hop, voilà, elles vont commencer à venir gentiment. On va essayer de garder un peu tout ça ensemble. Hop, je sais pas, c'est pas évident à filmer parce que je suis en fixe, j'ai personne pour me cadrer. Donc je vais essayer de faire ça assez régulier. Hop, voilà. On va appeler ça un pré-filage si on veut. Ça va nous faire un petit escargot après. Juste avec ce petit tas là. Donc là, ça fait déjà, je sais pas, pour un petit tas comme ça va me faire quelque chose comme 20 minutes de travail. Là. On commence à arriver dans les poils fins et courts. Voilà, le reste, c'est pas grave. Oh, c'est pas très beau, mais c'est pas grave, parce que ça, on va reprendre tout ça par la suite, mais ça me permet d'avoir une bonne petite base de travail.
Bon, je suis tellement pas bien préparé que je vais improviser complètement. Voilà, je pose bout de crayon. Hop, et puis je vais rouler ça autour. Comme ça. Voilà, comme ça j'ai déjà une petite carotte de poils rongée et brossée. Si vous le faites à la main, voilà, ça c'est un fuseau turc, c'est un que j'ai fait moi, hein, j'en ai fait toute une série comme ça, donc il y a une partie c'est découpé dans un restant de palette je crois, et poncé, tout ça, tralala. Et la tige est fait autour à bois. Là j'ai pas pris le morceau que je viens de vous peigner parce que je vais l'utiliser pour une autre manière, donc voilà, le fuseau turc ça se présente comme ça, simplement, on le fait tourner, on va tirer sur cette fibre pour en faire quelque chose de régulier. Voilà, on fait tourner, on tire sur la fibre, gentiment. Alors là c'est de la laine, donc c'est les rejets, hein, c'est ce que je vous ai montré avant que j'enlève du peigne à la fin. Alors c'est parfaitement filable, hein. Alors c'est de moins bonne qualité, on voit que le fil est quand même vachement plus plucheux. Ça par exemple, je pourrais très bien l'utiliser simple ou double pour faire du tissage par exemple, donc ça ferait le fond de la trame. Pour faire les fils à tisser, j'en ai fait d'ailleurs pour rire avec la laine de moins bonne qualité que j'avais quand même mis en bobine parce que ça m'intéressait. L'avantage du fuseau turc pour commencer, ce que j'aime bien c'est que c'est un fuseau qui est démontable et qui vous permet de faire directement la pelote pardon. Donc la pelote est exploitable dès que vous avez fini de faire votre filage et puis vous pouvez la reprendre telle quelle pour doubler ce fil. Donc on va reprendre le début, la fin de la bobine, de la pelote, pardon, et puis on peut les repasser dans ce même système, puis elles vont, en tournant à l'envers évidemment, elles vont s'entortiller ensemble tel qu'on le ferait avec n'importe quelle autre fibre pour doubler un brin. Voilà, c'est quelque chose de pratique. Le fuseau turc, je l'ai essayé avec la fibre d'ortie, alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'évidemment c'est un peu plus rigide, hein. Mais ça fonctionne très bien aussi. Ça demande évidemment beaucoup de patience, ça demande un apprentissage, faut pas rêver, hein. On ne démarre pas ça comme ça du jour au lendemain. Chaque laine est différente, travaille différemment. Alors pour la version un peu plus rapide, vous connaissez je pense tous le rouet. Je vais pas m'amuser à filmer. Je pense que c'est toutes des choses. Moi je vous montre en vitesse parce que il existe franchement une pléthore de tutos sur YouTube de dames fort sympathiques qui vous montrent comment utiliser ces outils en cherchant surtout dans les films étrangers. C'est intéressant parce qu'effectivement on apprend plein de techniques différentes, plein de petites choses différentes qui sont très intéressantes. Et ça permet d'évoluer, de voir un peu les choses différemment, enfin voilà. Voilà, le rouet c'est bien à pied, hein, ça fait beaucoup de travail de coordination, ça fait travailler pas mal de choses, c'est assez sympa au départ. Et puis bon, moi ça me gonflait parce que ça prenait beaucoup de place, puis moi j'aime bien avoir fabriqué un peu mes combines, donc voilà. J'ai fabriqué un petit rouet électrique, on en trouve sur le marché, ça coûte des blindes et demi. Alors moi j'ai juste commandé le régulateur de tension et le petit moteur qui sont standards, des trucs qu'on trouve sur AliExpress pour 20 balles. À peu de choses près, 2-3 bouts de bois de palette, un petit coup d'impression 3D avec deux roulements de skateboard et puis quelques petits crochets. Donc là je pense que c'est une machine que je sors pour moins de 30 balles. Un petit variateur de ce côté, une alimentation en 12 volts. Comme ça, si je pars en camping, je peux mettre ça sur la batterie de la voiture ou du bus. Rigolez pas, je l'ai quand même fait, pas avec celui-là, mais à la main. À chaque fois, je suis jamais parti avec, mais ça me faisait marrer. Et puis voilà, donc le concept est assez simple. Là, il manque juste l'entraînement à celui-là, donc il a pété apparemment, donc il va falloir que je lui remette un élastique. Ouais, parce que l'entraînement par élastique, ça se trouve partout, c'est simple. Voilà, j'aime bien les machines polyvalentes qui peuvent fonctionner partout. Et puis bah, c'est assez simple, hein. On entraîne en fait avec le petit moteur la bobine, le dévidoir là. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle un étrier, le fil va passer dans l'étrier de ce côté, va s'accrocher, c'est la même chose qu'un rouet en fait, hein. C'est simplement un étrier de rouet, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un terme précis et du coup il m'échappe, c'est pas grave. Et puis en fait, tout est entraîné en même temps par le fil, n'est-ce pas? Et puis dès le moment où on va lâcher un peu le fil, l'étrier va s'arrêter, la bobine va continuer à enrouler. Et dès le moment où il y aura de nouveau une résistance, tout va tourner ensemble. Et puis va faire tourner le fil, donc s'enrouler le fil. Donc on va dévider au fur et à mesure comme ça, sa laine. Tranquillement, en tirant gentiment. Alors au début évidemment faut y aller tranquille parce que
Quand on apprend, il faut apprendre à lisser un petit peu ce fil de manière régulière, et puis plus ça va aller, plus on va tourner vite, et tout va bien se passer. Voilà, voilà, ça c'est le frein qui va permettre à la tension, enfin, qui va aider à maintenir une tension sur le fil, et surtout le fait qu'il s'enroule clairement après, par la suite. Voilà, je rentre pas dans les détails. De nouveau, encore une fois, c'est des choses qu'on trouve déjà maintes fois, donc c'est pour éviter de faire une vidéo de 3h30. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça se passe quand ça tourne. C'est bruyant, je vous promets pas de laisser le bruit tout le temps. Ou peut-être que j'aurais déjà montré ça pendant que je suis en train de parler, et puis comme ça, ça aura meublé un petit peu ma voix avec quelque chose de plus concret. Alors c'est pas si bruyant que ça, hein. C'est un peu le but d'ailleurs. Mais voilà. Et quand on a passé les fibres courtes, tout d'un coup on arrive aux fibres longues, alors ça devient de plus en plus facile. Même si c'est pas les plus belles après au niveau de la qualité de la laine. Mais ça permet de faire des jolis morceaux, des belles tirées, c'est beaucoup plus facile. Hop là. Voilà. Des fois il faut reprendre un petit peu, faut doser, voilà, ça vient avec l'habitude. Donc je vous passe toute la partie mise en bobine, patati, patata, je pense que vous avez compris le principe, je pense que le travail le plus long c'est celui-ci, hein. C'était un peu ce qu'il y avait à vous montrer. Enfin c'est un petit mensonge, hein, parce que je dois admettre que la partie tricot n'est pas à sous-estimer, ça m'a quand même pris pas mal de soirées de assembler tout ça, alors je vous ai aussi passé la partie teinture. C'est pas très compliqué, mais ça prend quand même énormément de temps aussi. Vu que je ne l'avais jamais fait, j'étais pas vraiment sûr du résultat, donc c'était un peu plus une surprise qu'autre chose. Et voilà, donc ça reste encore une fois, je me répète assez souvent, mais intéressant d'expérimenter tout ça de A à Z. Hein. Franchement, voilà. Ouais, je suis assez content du résultat. Donc au final, voilà ce que ça donne. Alors je compte pour les heures, hein. Je ne sais pas combien de temps exactement j'ai passé dessus. Partant de la laine que vous m'avez vu sortir du sac, le vert c'est du museau noir que j'ai teint avec du, je crois que je vous l'aurais certainement dit avant, mais je vous le répète quand même, avec du Carex. Nous on l'appelle la lampeille, je ne sais plus le nom exact, mais enfin c'est de ces racines et de ces plantes que les agriculteurs détestent parce que ça se propage très vite dans les champs. Voilà. Mais ça donne cette belle teinte. Si vous la trempez les racines dans de l'ammoniac, vous obtiendrez du rose qui, une fois exposé aux UV, peut donner du bleu. Donc il y a un monde assez magique au niveau des teintures que j'ai pas exploré. J'ai fait au plus simple jusque là parce que c'était quand même que le premier. Donc voilà. Mon premier pull, si on récapitule les étapes 100%, donc j'ai pas tendu le mouton. C'est chose que j'ai pas fait. Mais laver, sécher, peigner, garder, filer et tricoter. Voilà. Donc je suis parti sur le même modèle du Ridari, hein, parce que je voulais pas encore expérimenter. Vu que la laine, c'est difficile de calibrer au filage, d'avoir quelque chose de cohérent. Il faut faire des échantillons, voir si ça nous convient ou pas. Là il est presque un peu serré, mais ça va, il est pas si mal que ça. Et puis voilà, il sent encore bien de mouton. Voilà. Voilà, une expérience de plus de craft. Hein, n'est-ce pas, avec toutes les méthodes que j'ai pu vous montrer. Bien sûr, il y en a une pléthore. Hein, si vous allez chercher un petit peu sur internet, vous trouverez, ne serait-ce que par pays, vous trouverez les fuseaux, les manières de filer, de carder, de brosser. Il y en a 12 milliards. Chacun a un peu son truc. Même pour la laver, déjà, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'était une belle aventure. C'est pas fini, parce que j'adore ça. Ça m'occupe les doigts. Donc, je pense que je vais en faire encore. Et puis, voilà. Après, vous prenez aussi conscience de la valeur de ces objets. J'ai vu, on voyait les prix qu'ils affichaient en Islande. C'était quand même pas loin de 280 € pour un pull fait main par une grand-mère du coin, pas ce qu'on vous vend dans les trucs de souvenirs, qui sont fabriqués au Portugal. Design islandais, fabriqué au Portugal. C'est les seuls que j'ai trouvé avec une étiquette valable. Donc voilà, celui-là, il est... oh là là, designer, c'est difficile. Hein, designé en Islande, mais fabriqué Sud-Sahara. Voilà. Allez, à bientôt.